qu'est-ce qui devrait être autorisé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'enregistre mon webinaire. Ah, d'enregistrer, je suis le seul à enregistrer en fait. L'idée c'est que vous puissiez accéder à l'enregistrement, ou ceux qui n'ont pas pu assister, ou ceux qui n'assisteront qu'à une partie, assister à l'enregistrement complet de la chose. Donc vous allez juste me voir. Vous pouvez changer par un chat, mais le chat n'est pas enregistré, pour que je sache. Ok, on va démarrer parce que c'est l'heure. Avant que je démarre, est-ce que vous pouvez répondre juste à une ou deux questions? D'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient assisté à d'autres webinars de The Message Company, notamment celui de juillet sur comment réussir ses présentations commerciales, par exemple? Ok, il y avait un petit peu de regroupement, pas beaucoup, parce que conférence et présentation commerciale, c'est pas tout à fait la même chose, mais ok, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir bien passer sur chacun des slides. Autre question, est-ce que vous pouvez me dire, bon là, c'est une conférence sur comment réussir ses prises de parole en conférence, donc quelles sont les situations de conférence qui vous intéressent? Est-ce que ce sont des webinaires comme celui-ci? Est-ce que c'est une conférence physique? Est-ce que c'est une prise de parole devant des collaborateurs? Est-ce que c'est une présentation commerciale? C'est aussi une forme de conférence. Alors, webinar, jury concours. Ça défile vite parce que vous êtes nombreux. Il y avait, je crois, 600 inscrits hier. Après, on peut organiser depuis un peu différemment pour que ce soit bien quand même, tu vois. Au restaurant, on peut bien. Formation également, d'accord. J'essaie de prendre ça en considération en fonction de ce que je vais vous dire maintenant. Ok. Bon, et tour de table. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, c'est parti. C'est parti et c'est parti. C'est à moi de partir faire des clients. Je vais commencer par remercier nos clients, nos partenaires qui depuis des années nous accompagnent et sur lesquels on a travaillé cette notion de délivrer la bonne parole en conférence. On a travaillé évidemment avec eux. On s'est créé il y a une dizaine d'années environ maintenant. Alors, The Message Company, pour nous présenter très vite, on est une agence de communication, et comme son nom l'indique, on est spécialisé dans le message. Et c'est-à-dire qu'en fait, on se bat contre le c'est pas clair. On constate que les dirigeants, les managers, les orateurs d'une manière générale sont de plus en plus pénalisés par le manque de clarté de leur communication. Et de fait, on constate que avec le temps, il devient de plus en plus, enfin, les publics deviennent de plus en plus exigeants, de plus en plus difficiles. Et donc, notre rôle, c'est de les aider à s'exprimer avec clarté, exprimer leur message stratégique, leur message commercial, l'ensemble de leur message, avec clarté et efficacité. Et le tout grâce à quoi? Grâce à une méthode, ces recommandations plus précises, essentiellement tirée de procédés journalistiques, de procédés rhétoriques, d'analyse socio-cognitive et également et surtout, j'ai envie de dire, de storytelling. On va beaucoup parler de raconter des histoires, raconter une histoire, faire du storytelling autour de cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Parce que, de fait, pour réussir sa conférence, il faut d'abord et avant tout savoir faire passer son message et on va voir que c'est de plus en plus compliqué. Alors, comment on réussit de sommité sécher pour une tasse d'eau ou même pendant des... Je lis en même temps le chat et j'essaie de réagir au fur et à mesure. Il y a effectivement de grosses différences dans les différentes situations, par exemple conférences, formations, on va évoquer tout ça. Il y a quand même un certain nombre de points communs. Et le premier des points communs, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais attention, c'est que les publics sont de plus en plus en cas de traitement hypertension. Réussir une conférence, ça vient à se demander ce que veulent vos publics. Et parfois, c'est difficile à savoir. Si vous tapez sur Google conférence chahutée, vous allez trouver une palanquée de personnalités qui se sont chahutées pendant leur conférence et des personnalités de couleur. Ça va par exemple, Patrick Chevalier, assez récemment, le président de FNAC, il a début septembre, qui parlait à des investisseurs et qui s'est fait interrompre à plusieurs reprises par un collectif d'écologistes. Mais c'est aussi évidemment Myriam El Khomri pendant tout le printemps sur les sujets liés à la loi du travail. C'est dernièrement le DRH d'Air France. Il y a Donald Trump, alors il n'y a pas qu'en France, hein, c'est partout. Donald Trump qui en Écosse s'est fait
prendra parti par des manifestants. Manuel Valls, lui-même, malmené par des étudiants à Sciences Po il n'y a pas très longtemps. Donc la contestation, elle a toujours existé, mais il y a quand même, on sent une contestation de plus en plus forte, une sorte de méfiance du public. Pourquoi ? Et ça, c'est vraiment important de comprendre, parce que ça doit prendre en compte cette évolution. Et je termine pourquoi storytelling, qui est la chose importante finalement. En fait, l'évolution de l'humanité, c'est une évolution qui est marquée par surtout un phénomène de rationalisation. Pendant la révolution industrielle, ça a été la mécanisation industrielle. Ensuite, on a eu également l'optimisation, par exemple, des transports, au lieu de marcher à pied ou chacun de son côté en carriole ou en voiture. On est de plus en plus dans des transports. On optimise la circulation à des heures fixes, à des moments précis. On prend le métro, on prend le bus, on prend le train, on prend l'avion. Également, l'exode rural qui correspond à une optimisation des ressources sur le territoire. Dans un processus de rationalisation. Et ça, c'est un processus qui est voulu par la société, par l'évolution de la société, et donc qui est porté par nos dirigeants. Et donc porté par ceux qui prennent la parole. Et ça conduit à, certes, beaucoup de valeurs. On voit bien, hein, entre le 19e siècle et aujourd'hui, on a gagné en valeur globalement, mais ça conduit aussi à un désenchantement qui a bien été montré par Emile Durkheim dans un bouquin au titre extrêmement joyeux, qui est Le suicide, où il explique le concept qu'il développe, c'est le concept qu'il appelle, je crois, la foule solitaire. Et c'est quelque chose qu'on connaît tous à Paris quand on prend le métro le matin et qu'on est tous ensemble là, dans ces couloirs de métro. On va tous dans la même direction, enfin, ceux qui vous croisent et vous-même. On a l'impression à la fois d'être très nombreux, toute une foule, mais en même temps d'être extrêmement seul. Et ça conduit, comme le dit Durkheim très souvent, enfin, ça peut conduire jusqu'au suicide. Donc, désenchantement du public pour cette société. Et donc, pour, d'une part, enfin, d'une certaine façon, remise en question de l'autorité des dirigeants. Ça se traduit par le fait que, typiquement, on se moque sans peine des hommes politiques avec les guignols, hein, ça se développe et ça a beaucoup de succès. On se méfie des médecins, on fait des procès aux médecins, on se méfie d'une manière générale des experts officiels, et même des super-héros. Quand vous regardez les derniers grands succès de films au box-office des super-héros, ce ne sont plus des super-héros qui réussissent tout, c'est des super-héros extrêmément fragiles. Voilà, V pour Vendetta, c'est un personnage de Alan Moore, qui vient d'ailleurs d'annoncer qu'il arrêtait d'écrire des bandes dessinées, le personnage, c'est un héros, hein, incontestablement, mais c'est un héros très fragile d'ailleurs qui meurt à la fin. Même chose pour les Watchmen, même chose pour Frank Miller et son Batman, qui est d'ailleurs pas seulement fragile en termes physiques, mais également en termes de moralité. Il est à la limite, il est vraiment borderline, ce Batman-là. Et donc on voit bien que c'est une remise en question des super-héros, du chef, du père, etc. D'une manière générale, de l'autorité. Voilà, il faut s'inscrire là-dedans. Alors, ça fait un peu discours, je ne sais pas où est-ce qui nous emmène avec tout ça, mais il faut prendre en considération le fait que vos publics, ils ont ça à l'esprit au moment où ils vous écoutent. Ce qu'ils attendent de vous. Il y a une formule magnifique qui est de Stéphane Hougon qui dit que le prix du vrai s'envole. Il dit qu'il y a une inflation sur le vrai, c'est-à-dire sur la parole d'autorité qui vous dit voilà ce qui est vrai, voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les publics n'attendent plus de vous que vous leur disiez quoi faire. Ils attendent de vous de la sincérité. Ils attendent de vous de la sincérité. Et on va voir comment on peut développer ça. Alors, avant de voir comment développer ça, on va voir ce qu'il ne faut surtout pas faire en conférence. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il n'a jamais fallu faire, en particulier dans toute l'histoire de la prise de parole, hein, depuis le début des temps, mais également et surtout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, étant donné cette évolution des publics, et de la perception des publics par rapport aux prises de parole. La première chose à ne pas faire, c'est d'être trop conceptuel. Si vous êtes un expert, vous allez éventuellement avoir un peu tendance à développer des grands concepts. Alors, un exemple de grand concept, c'est le mot transformation digitale. Autre exemple de concept, c'est le mot disruptif. Ça, c'est des mots valises, c'est des mots qui signifient quelque chose, mais pas forcément la même chose pour les uns et pour les autres. Voilà, être trop conceptuel, c'est je suis dans ma tour d'ivoire, je développe des grands concepts, et donc le message que j'envoie à mon public, c'est moi je sais des choses que vous ne savez pas, mais je ne vais pas complètement vous expliquer les choses, je ne vais pas être très clair.
Et c'est vrai dans tous les domaines, hein. Les hommes politiques sont très conceptuels, dans le monde du business également, on est très conceptuel. Alors là, on parle de conférence, là on va aller sur un salon, il y a un journaliste qui s'appelle George Horowitz, qui il y a quelques semaines est allé sur un salon pour start-up à Singapour, et qui interroge le créateur d'une start-up qui s'appelle IndyCloud. Donc c'est un peu comme si l'autre faisait sa conférence, en tout cas une présentation. Et il lui demande ce que fait sa société. Et l'autre répond, c'est une plateforme de synergie et de savoir-faire. Le journaliste ne comprend pas ce qu'est une plateforme de synergie et de savoir-faire, donc il lui demande une démonstration, et il s'avère que c'est une espèce de tableur un petit peu amélioré, très paramétré pour la gestion des TPE, des PME. Donc il lui dit, donc en fait, votre offre, c'est un tableur Excel un petit peu amélioré pour la gestion des PME, TPE. Et l'autre répond, non, il est choqué, il répond, non, pas du tout. Je répète, c'est une plateforme de synergie et de savoir-faire, une solution de planning de ressources pour entreprises. Enfin, il n'a pas compris, il est dans son concept, il ne veut pas parler aux autres pour que les autres comprennent. La première des choses à faire, si vous voulez que votre public vous écoute et ait confiance en vous, c'est qu'il vous comprenne. Et ce que Coluche avait moqué il y a déjà pas mal de temps avec son sketch sur Homo, vous savez, c'est cette lessive qui avait fait un slogan qui était « Homo lave plus blanc que blanc », et Coluche dit « C'est quoi ce concept lave plus blanc que blanc? C'est quoi plus blanc que blanc? C'est quoi? C'est transparent? C'est un trou? » Voilà, c'est un concept. Deuxième défaut à éviter, c'est le trop technique. Alors, le trop technique, c'est pareil. Je suis conférencier et je suis un peu au-dessus de vous, hein, c'est clair. D'ailleurs, je suis sur une scène, au-dessus, etc. Et donc, je vais utiliser des termes techniques qui montrent bien que j'en sais plus que vous. Ça montre ma crédibilité sur les sujets. Alors, je vous donne un exemple qui est tiré d'un communiqué de presse de l'Élysée au printemps dernier. En marge de la 7e conférence du communiqué de presse, en marge de la 7e conférence internationale de la FFSA, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a détaillé les contours de son fonds de pension à la française. Son objectif, flécher une partie des 130 milliards d'encours des régimes de retraite supplémentaires en France vers le financement de l'économie réelle, c'est-à-dire des entreprises, quitte à revoir les règles prudentielles prévues par Solvabilité 2. Là, je pense qu'en 30 secondes, j'ai perdu la moitié d'entre vous. Personne n'a compris ce que c'était, et pourtant, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est la retraite. Les politiciens, quand ils emploient des termes techniques comme ça, ils ne doivent pas derrière s'étonner qu'on les prenne pour des gens un petit peu hautains. Et c'est évidemment la même chose dans tous les domaines, que vous soyez en entreprise, dans l'administration, etc. Et que dans toutes les situations où vous allez prendre la parole, y compris, peut-être encore plus quand vous êtes formateur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors, on me demande des présentations dans des symposiums techniques sur des domaines qui sont pointus. Évidemment, on va adapter le discours, pardonnez-moi, on va adapter le discours en fonction de ses interlocuteurs, mais typiquement, domaine pointu, dans mon domaine, par exemple, on parle beaucoup de transformation digitale, de choses qui sont un petit peu techniques comme ça. On n'a pas forcément la même définition de la chose. Donc, si vous parlez d'un sujet technique, vous pouvez parler avec des termes techniques, mais il faut à chaque fois vous assurer qu'ils sont bien compris, bien acceptés comme tels, et que vous avez la même définition que vos interlocuteurs, ce qui n'est pas une chose aisée. Donc, il vaut mieux parler avec des termes simples. Parler d'un tableur Excel plutôt que d'une plateforme de je ne sais plus quoi pour les entreprises. Voilà. Le troisième gros défaut à éviter, c'est l'incohérence. Alors, il y a deux types d'incohérence. La première incohérence, c'est celle qui est interne au discours, c'est-à-dire le fait que quand vous faites un discours en conférence, vous allez par exemple confondre les moyens et les objectifs. Un autre exemple dans votre discours qui peut mener à la cohérence, et donc le fait que vous ne soyez pas compris par vos publics, et donc vous vous éloignez encore plus d'eux et qu'ils vous trouvent de plus en plus de méfiance vis-à-vis de vous, c'est le saut d'inférence. Le saut d'inférence, c'est quand vous voulez faire une démonstration de type 1, donc 2, donc 3, donc 4, il y a une chaîne logique, sauf que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous allez trop vite, et vous allez directement du 1 au 4. Donc vous oubliez le 2 et le 3, parce que dans votre esprit, le 2 et le 3, ils sont évidents, mais pour vos interlocuteurs, ils ne le sont pas forcément. Le pire de l'incohérence, c'est pas tellement la cohérence interne du discours, c'est quand vous êtes incohérent vis-à-vis de vos collègues. Là, je fais une conférence sur le sujet des prises de parole en public. Comme je vous dis un certain nombre de choses. Si demain, ma responsable marketing qui est à côté de moi envoie un autre message différent, par exemple sur les réseaux sociaux, ça sera très incohérent, l'un vis-à-vis de l'autre.
La différence alors, entre chez nous, il y a peu de chances que ça arrive, parce que Véronique Lano et nombreux, François est et quand même puis, très grande. justement, on a un Tu sais côté pourquoi? plus probable qu'elle fasse, d'ailleurs, qu'elle fasse un discours vraiment différent du mien. Cela étant, dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations, et même dans une PME, eh ben, ça va très vite, l'incohérence de l'un à l'autre. Si vous voulez savoir si chez vous, vous pouvez être incohérents les uns vis-à-vis des autres, il y a un test très simple à faire. Ce test, c'est de demander séparément à 3 ou 4 personnes, des managers, des dirigeants, des opérationnels, de décrire l'entreprise en une phrase, de décrire l'activité de l'entreprise en une phrase, séparément. Et puis vous comparez après les résultats, et croyez-moi, vous allez avoir quelques surprises. Donc, problème d'incohérence qui vous éloigne de votre public. Le quatrième problème, c'est le problème de l'exhaustivité. L'exhaustivité, c'est le fait que je suis expert, donc j'ai plein de choses à dire, et ces choses, ça serait vraiment dommage que mon public ne les connaisse pas toutes. Donc, il faut que je dise tout. Je ne vais pas faire de choix, je vais tout dire. Tout ce que je sais, il faut que mon public le sache. Évidemment, ça va prendre 5 heures. Or, je n'ai que 30 minutes pour parler. C'est pas grave. Alors, il y a 2 stratégies. Il y a d'abord la stratégie du discours fleuve. Ça, c'est Castro. Le discours fleuve, c'est je vais tout dire, et comme je dois le dire en 5 heures, ben, je vais faire 5 heures de discours. Évidemment, là, ça conduit au fait que votre public s'endort. L'autre stratégie, c'est le discours mitraillette. Là, c'est vous, c'est l'orateur qui va s'endormir. Le discours mitraillette, ça consiste à parler très très vite. Alors là, on va parler très vite, on va aborder tous les sujets très rapidement pour que ça tienne en 30 minutes au lieu de 5 heures. Et là, ça aboutit, certains parmi vous l'ont peut-être vu, c'est le fait que les gens ont du mal à respirer, ils ne respirent plus, ils sont en asphyxie, ils sont en apnée, voilà, chercher le terme. Et parfois, ils tombent dans les pommes. Moi, j'ai vraiment vu ça arriver. Hein. Les gens vont très très vite, ils ont peur aussi, ils vont très très vite, et paf, ils tombent dans les pommes. Non, c'est pas l'idéal. Dernier défaut, c'est pas le moindre, c'est le fait de faire un discours qui soit désincarné. C'est-à-dire un discours que vous n'avez pas habité vous-même avec vos propres émotions, votre propre histoire. Et c'est probablement le plus embêtant, parce que quand vous êtes en conférence, vous êtes sur scène. Et sur scène, c'est comme au théâtre, il faut habiter le personnage qui parle. Il faut qu'il vive, il faut lui donner de la chair, il faut lui donner des émotions. Sans quoi, ça passe pas. Et vous savez, c'est un petit peu comme le fait d'être très professoral. J'ai un sujet, je suis l'expert du sujet, mais moi, je prends du recul vis-à-vis de mon sujet. Je vais prendre une longue baguette pour montrer au tableau ce qu'il en est, mais moi-même, ça ne me concerne pas directement. Ça ne passe plus auprès du public aujourd'hui, c'est bien de le dire, il faut habiter le discours. En fait, il faut un juste équilibre entre des concepts, il en faut des concepts, il faut des idées dans ce que vous allez dire. Du factuel, c'est-à-dire qu'il faut prouver les idées avec des faits précis, et de l'émotion. C'est ce triptyque, là, il faut trouver un bon équilibre entre les trois. Trop de concepts ou trop d'émotions, c'est pas bon. Trop d'émotions, et même chose pour le trop factuel. Trop d'émotions, c'est pas bon, ça veut dire qu'il n'y a plus que le messager qui compte. C'est plus le message qui est important, c'est vous-même, vous faites votre show en public, les gens n'en retiendront rien in fine. Voilà, ça c'était les défauts. Et vous allez me dire, ça fait beaucoup de défauts, j'arriverai jamais à retenir ça pour ma conférence, comment je vais faire? On vous a fait faciliter la vie, vous voyez, trop complexe, trop technique, trop incohérent, trop exhaustif, trop désincarné. Si vous prenez la première lettre à chaque fois, ça donne C-T-I-E-D, donc c'est tiède, et c'est un peu ce qui va y avoir comme résultat à votre pitch, à votre discours, si vous cumulez ces défauts, ça va être tiède, ça va pas avoir d'effet, le public il va pas adhérer. Voilà, c'est le petit moyen mnémotechnique. Alors, trouver l'équilibre, un challenge absolu, bah oui, c'est toujours le problème, trouver l'équilibre. On va revenir aux bonnes pratiques là maintenant. Donner un concept technique, à titre d'exemple, j'en ai donné un tout à l'heure. On a écrit un article sur le site de The Message à ce sujet, je vous recommande d'y aller, c'est themessagecompany.fr. Voilà. Travaillons sur la mise au point d'informations inédites. Accepteriez-vous de répondre à un sondage? Mon email, je vous le donnerai à la fin de la conférence, là, et que ça vous oblige à rester jusqu'au bout. Alors, on passe maintenant aux bonnes pratiques. Et la première des bonnes pratiques, c'est de raconter une histoire. Pourquoi? Donc vous êtes un expert. Et face de vous, vous avez un public qui est plutôt méfiant. La première des choses à faire, c'est que vous allez devoir
se vous faire comprendre au-dessus du public. Parce que si le public ne comprend pas ce que vous dites, évidemment, c'est embêtant. Et ça a été prouvé par des centaines d'études de tous les sens, la meilleure façon de faire passer une information, c'est par une histoire. C'est pour ça que le storytelling se développe de plus en plus. Depuis que vous êtes bébé, depuis la nuit des temps, quand vous êtes bébé, vous avez un paquet d'informations autour de vous, et ça a été prouvé que les enfants, enfin le cerveau humain, d'une manière générale, pour décrypter toutes ces informations très complexes autour de nous, les recompose sous forme d'histoire. C'est comme ça que ça marche. Alors, facilitez la vie de votre public, racontez-lui une histoire. On va voir maintenant comment on fait pour raconter l'histoire, comment ça marche. Et pour ce faire, on ne va pas s'embêter, on va prendre une histoire qui a super bien marché, on va prendre le monde de Nemo. Pourquoi le monde de Nemo? D'abord parce que ça a super bien marché, et puis justement parce que pratiquement tout le monde l'a vu, et tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Je vous la rappelle rapidement. Au départ, on a un petit poisson qui s'appelle Nemo et son papa qui sont au fond de l'océan, et qui sont dans une espèce de zone de confort, là, ils vont tout le temps, ils sont bien là. Et le papa dit à son fils, surtout ne dépasse pas la zone, parce qu'au-delà, on ne sait pas, c'est dangereux. Mais un jour, le petit poisson, n'écoutant que sa curiosité, franchit la frontière et va se balader là dans la zone interdite. Évidemment, il lui arrive une mésaventure, il se fait pêcher par un pêcheur. À cause de ça, Papa Nemo est obligé d'aller à sa poursuite, quelque part, il va essayer de sauver son fils, et donc, quelque part, il va vivre toute une aventure exploratoire là dans l'océan. À cause de ça, il va rencontrer des personnages très intéressants, et jusqu'à ce qu'un jour, il retrouve son enfant et il le ramène à leur maison, à Home, dans la zone de confort initiale. Voilà. Ça, c'est typique des histoires qui fonctionnent. C'est ce qu'on appelle un arc narratif. Un arc narratif, c'est quoi? C'est que vous avez une situation de départ, donc c'est la zone de confort. Ensuite, vous avez un problème, l'enfant qui se fait, le petit poisson Nemo qui se fait pêcher par le pêcheur, et il leur arrive tout un tas de péripéties, c'est en quelque sorte la journée du héros, et ils reviennent finalement à la case départ, mais, c'est pour ça que c'est un arc, c'est un cercle, mais avec une petite amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont appris, dans leurs péripéties, ils ont appris un certain nombre de choses, ils ont progressé, il y a une progression. Le petit Nemo a appris qu'il ne doit pas trop prendre de risques, et le papa poisson lui a appris qu'il ne faut pas trop dire aux enfants de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, parce que ça les encourage à... Voilà, c'est ça, une histoire à la Pixar. On appelle ça d'ailleurs la méthode Pixar. Hein. Ça, c'est assez typique de toutes les histoires qui fonctionnent bien au cinéma, comme dans les romans, dans la littérature, ça va être la même chose. Alors, la littérature, c'est bien, mais quid de nous? On a une conférence professionnelle auprès du public, qui sont des professionnels, soit public B2C, soit public B2B. Comment est-ce qu'on traduit ça dans le monde de l'entreprise? Bon, déjà, premier point, vous n'avez pas les moyens d'effets spéciaux de Pixar. Deuxième point, vous ne disposez pas de 2h20 pour garder le public dans la salle aussi longtemps. Donc il faut utiliser les choses un petit peu différemment. On va garder cette trame d'histoire, mais on va faire plus simple. Et le plus simple, donc bien raconter une histoire dans le monde de l'entreprise, c'est répondre à 3 questions. La première question, c'est pourquoi. La deuxième question, c'est qui fait quoi. Et la troisième question, c'est comment. C'est pas que les histoires américaines. Je vois ça sur les chats, là, sur le chat. Vous prenez tous les contes pour enfants français du Moyen-Âge, ils fonctionnent de la même façon. Donc, disais-je, pourquoi, qui fait quoi, comment? Le pourquoi, c'est quoi? C'est le problème de départ. Nemo qui se fait piquer par un pêcheur. C'est, je reprends le conte pour enfants, c'est la princesse qui vivait dans un royaume heureux, avec le roi et la reine, ses parents, et qui se fait capturer par le dragon. Ça, c'est le problème de départ. Pourquoi commencer par le pourquoi? Il y a un bouquin très connu qui parle de ça, qui dit « Start with why ». Pourquoi commencer par le pourquoi? Pour vous parler à votre public, il faut commencer par lui parler de lui et de ses problèmes, pour arriver à un consensus. Il faut que vous arriviez, est-ce que votre public, très vite dans le discours, fasse « vous avez raison, je suis d'accord avec vous ». Vous établissez une connivence. C'est ça le pourquoi. L'autre avantage du pourquoi, de commencer par ça, ce que pratiquement personne ne fait. En vérité, c'est rare de trouver ça dans une conférence. L'autre avantage, c'est que ça amène une tension dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un problème, donc il va falloir le résoudre. Et le résoudre comment? Qui fait quoi? Quel est votre livrable? Qu'est-ce que vous allez apporter? D'abord, qui c'est vous? Vous êtes le héros de l'histoire, donc il faut vous décrire. Et puis il faut décrire la solution que vous apportez et les bénéfices qu'elle va vous apporter. Et enfin, comment?
Mais comment c'est, avec quelle épée magique, le héros va délivrer la princesse du dragon pour la ramener jusqu'à la situation de départ, mais améliorée. C'est l'épée magique, c'est votre compétence distinctive, c'est ce qui vous distingue de vos concurrents, c'est ce qui fait que vous êtes vous. On peut faire différentes choses. On peut nettoyer le frigo, on peut faire le ragoût de poisson. Vous allez atteindre la promesse que vous avez faite dans le futur. Voilà comment on raconte une histoire dans le monde du business. Ça, c'est la première règle, raconter l'histoire. La deuxième règle, c'est la règle de la proximité. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche, à nouveau. Ok. Disais-je donc la règle de la proximité. Alors la règle de la proximité, donc vous êtes, encore une fois, le problème c'est vous êtes vous, et il y a, c'est haché un petit peu. Non, ça marche, un petit peu haché. Ouais, vous êtes 180, Cécile qui peut-être un petit peu cela. C'est parfait, fonce, dit Thierry. Ok, je fonce. D'autant que l'heure tourne. Alors, deuxième règle, la proximité, toujours le même problème. Vous êtes dans votre tour d'ivoire, là, sur scène, et en face de vous, vous avez des gens qui... vous avez pris du recul, hein. Il y a une scène, il y a celui qui parle et ceux qui écoutent. Et donc le problème de la proximité, c'est ça. Il va falloir vous rapprocher des gens. Ce que j'essaye de faire en discutant, notamment avec vous via le chat. Il faut prouver aux personnes avec qui vous parlez que vous n'êtes pas si éloigné que ça. Donc pour ça, il faut leur parler d'eux. Vous n'allez pas parler de l'usage que les gens... Un petit dossier avec des poèmes, des forums, et je travaille dans les choses, c'est les vacances, c'est leur enfant. Et donc il faut rentrer dans leur quotidien finalement. À chaque fois que vous allez évoquer qui vous êtes, vous allez rentrer dans le quotidien des personnes. Le meilleur exemple que je puisse vous citer, c'est Lego. Lego qui a fait un film Star Wars, justement on parlait de Pixar tout à l'heure, il a fait un film Star Wars, pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans le quotidien des enfants. On peut prendre aussi Carambar, il y a les recettes de cuisine Carambar, je crois qu'il y a un petit peu Bounty aussi, Mars, enfin toutes ces marques-là. Ben, c'est une façon d'entrer dans la cuisine des gens. C'est un livre de cuisine, et avec des Carambars ou avec des Bounty, etc. Donc comment les marques réinvestissent cette relation avec leur public en investissant leur monde, leur univers. Et ben, vous devez faire pareil en conférence. C'était la proximité. La troisième règle, c'est l'émotion. La proximité, c'est la proximité avec le public. L'émotion, c'est la proximité avec le sujet. Il faut gagner la confiance du public, et pour la gagner, montrer que le sujet vous intéresse, tout simplement. On n'attend pas de vous, finalement, que vous soyez des experts absolus du sujet, mais que vous ayez une passion pour ce que vous faites. C'est mon cas, j'espère que ça se voit. En tout cas, moi, j'adore parler de ce que je fais, et je le dis, et je le montre. Et donc, l'émotion, ça se travaille. Comment ça se travaille? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du théâtre et qui ont entendu parler de la méthode de Tchekhov? J'ai vu un oui, bravo, c'est dit. Les autres non. Alors, la méthode Tchekhov, c'est quoi? C'est quand vous faites du théâtre, l'une des grandes difficultés, donc évidemment, c'est de dégager de l'émotion et de faire passer de l'émotion au travers du personnage. Comment on fait? C'est pas évident. Et donc pour ça, Tchekhov a dit, c'est le neveu d'Anton Tchekhov, en l'occurrence, qui a utilisé notamment une méthode qui s'appelle Stanislavski et qui l'a développée. Et il dit, ben voilà, on va travailler au travers de signes, c'est-à-dire de postures. Quand vous allez répéter votre texte, vous allez travailler dans des postures. Je vous donne un exemple. Une des postures, c'est le rêve. Le rêve, c'est, je vais déclarer tout mon texte, déclamer tout mon texte en posture de rêve, c'est-à-dire les yeux comme ça, un petit peu dans le vague, et je vais parler comme ça. Je parle aux étoiles, je parle aux nuages. Et alors évidemment, il y a des parties du texte qui ne vont pas du tout, parce que si le personnage est en train de se battre, il ne peut pas être en rêve, et encore. Mais il y a des endroits où, du fait que vous le dites dans cette posture, et qu'il y a cette mécanique de posture qui est très précise, hein, c'est très cadré, mécaniquement, ça déclenche de l'émotion. Et vous sentez que c'est juste, que l'émotion vient d'elle-même toute seule. C'est comme ça que ça se passe. Là, quelque part, il va falloir faire la même chose. Les postures, c'est extrêmement important d'être sur scène pour faire passer les émotions. C'était prouvé par une étude des professeurs Dana Carney de la Harvard Business School qui ont montré que l'adoption d'une posture corporelle permet, par exemple, d'affirmation de soi, donc des postures en extension, menton en avant, tête haute, épaules ouvertes, bras ouverts, pour la Steve Jobs, pendant 120 secondes, donc 2 minutes, suffit à créer chez l'orateur 20% de plus de testostérone, c'est assez impressionnant, et une diminution de 25% du cortisol qui est l'hormone du stress. Autrement dit, si vous adoptez la bonne posture, vous êtes moins stressé et vous êtes plus confiant dans vous-même.
Pour information, mais je vais passer vite, il y a 4 postures. La posture de domination, dont je viens de parler, la posture de partage, là, qu'on est dans l'écoute et dans le partage, on ouvre, la posture de rejet, et enfin la posture de soumission. Et il faut savoir que l'émotion que vous allez faire passer au travers de ces postures, elle va avoir un rôle prépondérant dans la mémorisation de ce que vous dites. Ça a été prouvé, ça aussi, par une étude, notamment en Angleterre, on a eu plein de Singox et Neuro Insighta qui a démontré sur des spots publicitaires qu'on les retenait beaucoup mieux. Pendant le spot, il y avait de l'émotion, que quand c'était purement des chiffres ou des saluts. Ce qui paraît logique. Autre façon de faire passer vos émotions, par les images. Vous envoyez une image, ben, c'est pas une image, c'est une description d'image. Ça serait mieux si c'était vraiment un atoll du Pacifique avec un monsieur avec un chapeau devant. Là, c'est pas très parlant finalement, ça donne pas envie. Il faut donner envie, et pour ça, il faut vous appuyer sur des images. Ça aussi, ça a été prouvé par différentes études. C'est mieux passé. Il est quand même déjà 17 h. C'est plein d'études qui l'ont fait, et il y a tellement d'études qui l'ont montré que ça a été regroupé, ces études, au sein d'un label qui s'appelle le Picture Superiority Effect. La règle numéro 4, c'est mener la conversation. Et là, j'adore, parce qu'au moment où je vous en parle, je vois qu'il y a des échanges entre vous par chat. C'est-à-dire que vous discutez entre vous plutôt que vous adresser à moi. Ben, vous avez bien raison. C'est ce que fait aussi Yann Barthès dans son quotidien. La météo, elle n'a pas été présentée par la Miss Météo comme un canal avec les résultats qu'on sait. Elle est présentée par une personne présente dans la salle, avec plus ou moins de succès, pour reconnaître, mais c'était sympathique, c'est différent. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est, vous avez bien compris, hein, le public, il se méfie un peu des grands experts là, qui veulent absolument imposer leur vérité des choses. Eh ben, laissez-leur la parole, faites-les parler. Et vous parlez là, chattez. Alors, c'est pas facile, cela étant, parce que on est dans une conférence. On n'est pas dans un atelier de travail, c'est pas un barcamp non plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui parle et les autres qui interagissent. En fait, le rôle aujourd'hui de l'orateur, c'est un peu un rôle du totem. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui lance le débat et dont la présence justifie quelque part le débat. Voilà, c'est, je dirais, essentiellement ça qu'il faut retenir. Très rapidement, je vous conseille de regarder la façon dont communiquait Steve Jobs et la façon dont communique aujourd'hui Elon Musk. Vous en avez un qui est vraiment le tenant de l'ancienne façon de communiquer Steve Jobs, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, mais c'était une autre époque, qui est très directive. Il est sur scène, seul, face au public, c'est lui qui parle et les autres écoutent. Et ça marchait très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien. Elon Musk, qui lui a beaucoup plus énorme succès en conférence, a une posture beaucoup plus, pas de soumission, mais d'ouverture. Il écoute énormément. Il fait très attention, il improvise en fonction de ce que les gens lui disent dans la salle. Comme j'essaye aussi de le faire à mon modeste niveau. Il le fait dans des salles combles. Et vraiment, c'est une posture qui est très différente, y compris physiquement d'ailleurs, ça se voit. Alors regardez un petit peu leurs différentes interventions et vous verrez que c'est gérer le temps, c'est le dernier point, la dernière bonne pratique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les formats sur lesquels on lit les informations sont de plus en plus restreints. Dans les années 50-60, c'était les écrans de cinéma, ensuite c'est passé aux écrans télé, ensuite aux ordinateurs de bureau, ensuite aux laptops, ensuite aux tablettes, puis aux smartphones, et maintenant on est sur l'iWatch. Donc on est sur des écrans de plus en plus restreints, parce qu'on a besoin, le public a besoin d'immédiateté. Et il a besoin d'avoir l'information immédiate. C'est aussi la différence qu'il y a entre le journal TV, dont les chiffres d'audience sont de plus en plus en baisse, et Facebook, on est dans une information immédiate et rapide. Oui, Elon Musk, c'est ça. Le créateur de Tesla, absolument. Donc on est sur de l'information rapide, il faut aller vite. Les manuels utilisateurs sur les téléphones, quand vous recevez un nouveau téléphone, ils sont super courts. Avant, c'était des gros pavés. Même chose. Donc, il faut bien gérer le temps. Ça, c'est un autre point essentiel quand vous êtes en conférence, c'est de bien gérer votre temps parce qu'il faut le respecter. Il faut bien gérer le temps, bien le préparer en amont. Plus vous allez préparer en amont, mieux vous saurez respecter le timing. Alors moi, j'ai un tout petit chouïa à dépasser mon timing. C'est pas bien parce que j'ai peut-être pas encore suffisamment préparé cette conférence. J'ai pourtant passé quelque chose comme une dizaine d'heures de préparation. C'est ce qu'on voit habituellement pour 30 minutes de conférence. Il faut passer une bonne dizaine d'heures de préparation, de répétition, préparation du texte évidemment. Donc il y a tout un travail préalable à faire. Jusqu'au boutiste en la matière, c'est TED. Vous avez sûrement entendu parler des conférences TED. Pour faire 18 minutes de conférence, il faut 18 heures de répétition.
Voilà, ça c'était mon temps de parole. Alors maintenant, à vous, c'est votre temps de parole. Avez-vous des questions? Et vous pouvez, je vous incite à me poser des questions, mais aussi de vous poser des questions entre vous. Oui, une dizaine d'heures. Alors ça paraît dingue, 10 heures, waouh. En fait, quand vous regardez la somme des textes à écrire, l'histoire à raconter, la répétition, le fait de rechanger, de trouver les images, les visuels, etc. De préparer la conférence, même techniquement, je suis assisté par Claire Gérard et Adrien Merce, que je remercie infiniment parce qu'ils m'aident énormément. Enfin, c'est la qualité visuelle de l'histoire, finalement, la façon dont l'histoire passe, c'est grâce à eux. Bah, ça prend tout ça du temps. Quand vous additionnez les temps de toutes ces personnes, ça fait une dizaine d'heures. Alors, la synthèse, oui, vous allez l'avoir. Elle sera envoyée aux participants, d'une part par email. Elle sera également disponible sur Internet, ainsi donc, je l'espère, l'enregistrement vidéo, si ça a marché. Pour avoir la vidéo, ce sera indiqué dans l'email que vous allez recevoir. On vous mettra un lien vers la page avec l'enregistrement vidéo. Est-ce qu'il est utile d'annoncer son plan lorsqu'on fait une conférence? Moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'est... Alors, il y a une chose importante quand même, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du hammock effect. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le hammock effect? Non. Le hammock effect, hammock c'est le hamac en anglais. Le hammock effect, c'est la courbe d'attention du public. Alors là, elle est plutôt importante parce qu'on est à la fin, et elle est très importante aussi au début. C'est-à-dire l'attention est élevée au début et à la fin d'une conférence. Entre les deux, ça baisse un peu. Du coup, vous avez intérêt à livrer vos messages les plus importants, les messages essentiels, au début et à la fin. Ce que je me suis d'ailleurs efforcé de faire en vous disant dès le départ qui on était, et puis ce dont on allait parler, à savoir le pourquoi le public est de plus en plus exigeant, comment, au travers d'une méthode de message management qui nous permet de travailler avec les 5 points que j'ai nommés, à savoir mener une conversation, bien respecter son timing, etc. Donc il faut le dire au début, et vous pouvez du coup le décliner au travers du sommaire. Je ne l'ai pas fait parce que là, en l'occurrence, c'est une conférence de 30 minutes, c'est pas indispensable non plus de passer 5 minutes à faire une introduction. Gérer le stress. Il ne faut pas le gérer en fait. En fait, si, il faut le gérer évidemment, mais le stress, c'est du trac, et le trac, c'est une très bonne chose. Le trac, c'est une très bonne chose parce que si vous n'avez pas le trac, vous êtes trop confiant en vous, et c'est pas bien d'être trop confiant en soi en une conférence. Il faut toujours avoir... Le trac, c'est un mécanisme biologique, physiologique, qui s'explique très bien, et qui, en gros, votre organisme sent que vous êtes dans une situation difficile ou différente, inhabituelle, et il vous envoie toutes sortes de molécules chimiques, je ne sais plus lesquelles, enfin, il vous en envoie tout un paquet, et donc ça fait mal. C'est douloureux, c'est désagréable. Et vous avez parfois l'impression que ça va vous paralyser. En fait, il faut bien respirer, voilà, vous connaissez les techniques, tout ça est inscrit sur les différents sites web. Ce qui se dit moins, c'est qu'il faut le trac. Moi, je me souviens quand je faisais du théâtre, j'ai joué dans une pièce de Feydeau, et j'ai joué le rôle d'un général, un peu âgé, ventru. Et j'étais jeune à l'époque, j'étais beau, etc. Donc c'était pas vraiment c'était un rôle de composition. La première fois, j'étais complètement stressé parce que j'étais sûr que j'y arriverais jamais. Et puis en fait, ça s'est très très bien passé. J'avais un trac fou et ça s'est extrêmement bien passé. Et les gens sont venus me féliciter à la fin chaudement, etc. Du coup, la représentation suivante, j'étais plus du tout stressé. J'en ai fait des tonnes. Et là, les gens sont vraiment venus me voir en me disant, bah non, t'as vraiment raté ton. Donc, il ne faut pas avoir peur du trac, si j'ose dire. Il ne faut pas être stressé par le stress. Respirez bien. Les postures vous voyez, des postures là, le soleil, là, ça fait du bien là. On est bien là tous ensemble. Et voilà, ça suffit à dégager un petit peu, de quoi bien respirer, donc bien parler, bien s'exprimer. À partir de combien de temps est-ce que on perd l'attention du public? Ça dépend du cas. En formation, c'est des épisodes d'1h30 maximum. Il y a plein d'études sur le sujet. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le public, de toute façon, il n'écoute pas tout ce que vous dites. Il va retenir 80, dans le meilleur des cas, 80%, 70% de ce que vous dites. Et quand je dis retenir, c'est entendre. En fait, c'est pas retenir, c'est entendre. Il va entendre que 10%. Il va retenir 10% de ce que vous dites s'il n'y a pas de visuel, et à peu près 50 à 60% de ce que vous dites si c'est appuyé par des visuels. Après, ça dépend de la difficulté de l'exercice, enfin, du sujet que vous traitez. Si c'est très technique, il vaut mieux pas que ça soit trop long et qu'il y ait des pauses régulières. Si c'est un sujet qui est au contraire plus facile, voilà, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps.
Une présentation de 10 minutes max, c'est comme une présentation de 30 minutes, mais 3 fois plus courte. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une présentation de 10 minutes, il faut d'abord travailler une présentation de 30 minutes et ensuite la restreindre. La façon dont on travaille, nous, c'est qu'on commence par faire ce qu'on appelle le message essentiel, donc répondre aux 3 questions, pourquoi, qui fait quoi, comment, en une phrase. Donc là, ça dure 30 secondes. Et à partir de cette structure, de cette colonne vertébrale, on va décliner complètement l'argumentation. Et une fois que vous avez une argumentation complète, qui peut prendre, si on la déroule complètement, qui peut prendre 1, 2, 3 heures, en fonction des situations, on va la décliner sur 30 minutes, 20 minutes, un elevator pitch de 2 minutes, etc. Est-ce qu'une bonne accroche pour commencer une prise de parole en public, c'est un dessin? Ce qui marche le mieux, c'est dessiner. C'est fou, mais c'est comme ça. Ça aussi, ça a été prouvé. Là, j'ai que des PowerPoint, mais j'aimerais tellement pouvoir faire des dessins pour illustrer le propos. Commencer par un dessin. Imaginez, là encore, c'est des projets de théâtre, mais quand vous êtes vous allez arriver sur scène, sauf qu'il n'y a pas vous sur scène, il y a juste une chaise et un paperboard. Le public attend. Il y a une tension. À quoi va servir cette chaise? À quoi va servir ce paperboard? L'orateur arrive, il ne s'assoit pas sur la chaise, il prend le marqueur et il fait un grand cercle autour du paperboard qui va illustrer le début de son propos. Tout le monde est à l'écoute. On a comparé, qu'est-ce qui est mieux? C'est juste de parler, c'est de parler en étant appuyé par un visuel de type PowerPoint, c'est de parler en étant appuyé par un visuel de type j'écris, je fais des dessins au paperboard. Le paperboard l'emporte dans tous les cas de figure. La colonne vertébrale, c'est à peu près 30-45 secondes, c'est ça, c'est une phrase. C'est une phrase un petit peu longue qui explique le pourquoi, qui fait quoi. C'est votre projet de produit, c'est votre projet d'entreprise, c'est votre vision. C'est d'où je viens, qu'est-ce que je livre, pour quel bénéfice, et grâce à quel avantage compétitif que les autres n'ont pas. N'hésitez pas à répondre vous-même aux questions que posent vos camarades. Hein. C'est ça le but du jeu. Participez aux réponses. Je ne suis pas assez expert, loin s'en faut. Hein. Enfin, je ne suis même pas sûr d'être un véritable expert du sujet, d'ailleurs. Il se trouve que j'ai un peu d'expérience sur le sujet, mais il y a certainement, sur les 165 personnes, d'autres consultants, d'autres personnes qui ont régulièrement l'habitude de prendre la parole, qu'ils le fassent. Les blagues, ouais, il faut se méfier des blagues. Quand ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, alors évitez-les au début, au moins, de la présentation. Vos publics ne vous connaissent pas, ils n'ont pas, au départ, une grande confiance en vous. Donc, a priori, ne commencez pas par faire une grosse blague. Après, évidemment, l'humour fait partie de l'émotion, il faut savoir jouer un petit peu avec, et puis voir comment le public réagit, être à l'écoute. Le qui fait quoi, c'est, rappelez le qui fait quoi. Qui fait quoi, c'est, donc dans le message essentiel, c'est qui, c'est vous. Vous êtes le héros de l'histoire, donc il faut exprimer qui vous êtes, c'est le moment de vous présenter. Fait quoi, c'est vous délivrez quoi, vous apportez quelle solution. Et cette solution apporte quel bénéfice. C'est ça qui fait quoi. Donc un exemple, nous, on est The Message Company, on est une agence de communication. On fait quoi? Bien, on fait des sessions qui permettent de délivrer des messages. Pour quel bénéfice? Pour que nos interlocuteurs, les directeurs, les managers, etc., délivrent un message stratégique qui soit compris de tout leur public. Alors, pour la tenue, évidemment, il faut s'adapter, même chose avec le public. Hein. Si c'est une conférence devant des DAF, c'est pas la même chose que si c'est devant des étudiants. Non pas que les uns soient mieux que les autres, mais ça ne dit pas de la même façon, c'est tout. En fait, le principe de la tenue, je pense, et je ne sais pas si je vais être contredit pour ça, mais c'est d'être à l'aise. Donc de prendre des vêtements qui soient propres, mais dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Là, par exemple, j'ai opté pour une chemise. J'aurais pu mettre une veste de costume, mais il fait un peu chaud, je ne suis pas bien en veste de costume. Et puis, en plus de ça, pour tout vous dire, je ne suis pas un grand fan du costume. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec une chemise et du coup je suis plus à l'aise pour parler. C'est bien, c'est important que le public sente que vous soyez à l'aise ou pas. Évidemment, ça a beaucoup d'impact. Il est 11h44, j'ai peur que je me demande si la conférence risque pas d'être interrompue par la force des choses. Je ne sais pas comment ça se passe avec Webikeo, j'en profite pour faire un peu de pub, c'est génial Webikeo, franchement. Ça n'existait pas quand j'ai démarré le marketing et la com. Quelle formidable façon de discuter avec le public. Je vous recommande tous Webikeo.
Et j'en profite aussi pour un petit message à Webikeo. Si en plus de ça, les gens, en plus du chat, pouvaient prendre la parole, c'est-à-dire qu'on pouvait, comme c'est le cas par exemple chez Webex, donner la parole à quelqu'un qui la demande et que la personne puisse parler, ça serait encore mieux. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, hein, mais ça serait tellement mieux. Ok, eh ben, merci à tout le monde. Encore une fois, vous allez recevoir tous les éléments. Alors j'ai oublié le dernier slide qui est le plus important. Si vous voulez prendre contact avec moi, voilà. Avec nous, en règle générale, on est à votre disposition pour toutes questions sur le sujet qu'on vient d'aborder, pour vous aider à construire vos messages, à prendre la parole en public, et aussi à produire des contenus autour de cette prise de parole ou sur les sujets qui vous intéressent. Merci, passez une excellente journée, et à très bientôt, j'espère.